Alors, bonjour et bienvenue à ce premier rendez-vous formation de la saison. Cette série d'événements est présentée par Raymond Chabot, Grant Thornton, La Sun Life et l'UQAC. Mon nom est Marlène Godreau, je suis directrice générale adjointe de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fjord. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette présentation conçue spécialement pour les entreprises qui aspirent à rester compétitives dans le marché actuel en constante évolution. En collaboration avec nos partenaires Raymond Chabot, Grant Thornton et Sun Life, nous sommes fiers de vous présenter une analyse du concept de la rémunération globale. Au cours de cette formation, nos conférenciers vous aideront à faire une réflexion interne de votre organisation afin de bien vous situer par rapport au marché. Par la suite, ils feront un survol des grandes tendances actuelles et aborderont des sujets essentiels tels que les avantages sociaux, les programmes de retraite, les bonus, la qualité de vie au travail et bien plus. Vous serez ainsi outillé pour bien prendre des décisions éclairées pour votre équipe, alignées sur les objectifs à long terme de votre entreprise. Sachez qu'une période de questions sera ouverte à la toute fin de l'événement. Avant de commencer, j'aimerais remercier et saluer les partenaires annuels de la Chambre, Ville de Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay, Rio Tinto et notre partenaire durable Carbone Québec. J'aimerais maintenant vous présenter nos deux conférenciers de ce matin. Tout d'abord, M. Martin Lafrance est directeur au groupe Conseil en transformation des affaires, spécialisé en ressources humaines pour les régions de Québec, de Saguenay et du Bas-Saint-Laurent chez Raymond Chabot Granthorton. Détenteur d'un baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval, il compte plus de 25 années d'expérience en gestion des ressources humaines, au cours desquelles il a travaillé en tant que conseiller et directeur pour des entreprises du secteur des services et du milieu manufacturier. Par la suite, Mme Pascale Farès, directrice générale Relations avec la clientèle, régime collectif de retraite à la Sun Life, poursuivra la présentation. Mme Farès est au service de la Sun Life depuis 2018 et elle est responsable du bloc d'affaires du Québec pour les régimes collectifs de retraite. Elle compte une vingtaine d'années d'expérience, dont plusieurs années comme consultante pour les régimes de retraite, ainsi que des postes de direction en rémunération globale. Elle détient un baccalauréat en sciences actuariales de l'Université de Montréal et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke. Je vous cède maintenant la parole et bonne conférence à vous deux. Merci. Alors, bonjour. Je pense que la présentation va s'afficher sur l'écran. Je vais attendre de voir. Oui, je vois le document qui veut s'afficher. Alors, bienvenue à cette rencontre traitant de la rémunération globale. Euh, je pense que tous les gens ici, pour beaucoup de gens ici, on se rend compte que la rémunération globale, c'est un terme qui est difficile à définir, utilisé à toutes les sauces, parfois galvaudé. Puis on va voir un peu pourquoi d'ailleurs c'est une notion un peu difficile à définir. On va aussi traiter de la rémunération comme telle, les principes de rémunération directs, variables. Puis on va vouloir faire le lien aussi avec ces principes de rémunération-là, la rémunération globale et tout ce qui a rapport à la marque employeur, l'expérience employée, qui sont tous des concepts qui sont liés dans le fond. Alors c'est dans cet esprit-là qu'on va entreprendre la rencontre d'aujourd'hui. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Alors, c'est ça, on parlait de définition. Quant à discuter de rémunération globale, ben, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu qui définissait quoi par rapport à ça. Alors, ben, pour être de son temps, mais je suis allé voir notre ami ChatGPT et j'ai posé la question, c'est quoi, qu'est-ce que ça comporte la notion de rémunération globale? Ben, ce que ça disait, je vais vous le lire, la rémunération globale englobe l'ensemble des éléments financiers et non financiers qu'un employé reçoit en échange de son travail. Donc déjà, la notion non financière s'ajoute. Cela inclut le salaire de base, les avantages sociaux, les bonus, les avantages en nature et parfois des éléments immatériels comme le développement professionnel. Je suis aussi allé voir l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, son grand dictionnaire terminologique, qui donne une définition et une note aussi, une note supplémentaire pour l'explication. Donc, la valeur totale, la définition, c'est la valeur totale des composantes de la rémunération directe et de la rémunération indirecte d'un salarié. Là, on est plus spécifique sur les termes rémunération. Donc, argent. En note, ça dit la rémunération directe couvre toutes les formes pécuniaires de reconnaissance. Elle comprend le salaire de base, les composantes fixes, ainsi que les primes de rendement, commissions, etc.,
composantes variables. Ensuite, ainsi que les primes de rendement, comme disons, qui sont des composantes variables. Quant à la rémunération indirecte, elle englobe principalement les avantages sociaux, dont on va parler aussi tantôt pendant la rencontre. Les conditions de travail. Oh, là, tout d'un coup, on élargit environnement de travail, horaire de travail et divers avantages complémentaires. Alors, comme vous voyez, c'est une notion élastique et dans le fond, il faut voir ça comme étant une réflexion beaucoup plus globale que ce qui est relié à l'argent qu'on dépense directement. Mais effectivement, c'est souvent relié à la dépense pour l'employeur, évidemment. Donc, si on reprend ici la rémunération globale, à droite, vous avez tous les éléments, à la droite de l'organigramme qui est là, vous avez tous les éléments à caractère financier qui font partie de la composante de rémunération financière directe, donc salaire de base, heures supplémentaires payées, primes de rendement, partage des profits ou même accès à de l'actionnariat par des portions du salaire ou de la bonification. Ensuite, rémunération financière indirecte, classique, les avantages sociaux, les vacances, les assurances collectives, programmes d'aide aux employés. Et quand on est dans le plus novateur, ben, on parle des horaires flexibles, la conciliation travail-famille, les escomptes, peut-être pour des produits offerts par l'entreprise, cafétéria, gymnase, garderie, concierge. Donc, des éléments qui élargissent beaucoup l'offre euh, qui a une valeur monétaire pour les employés. À tout ça, on peut ajouter à gauche toute rémunération non financière. Donc, qu'est-ce qui fait que finalement, même dans mon travail, même si c'est pas de la rémunération, ça s'ajoute à mon intérêt pour le travail, travail intéressant et diversifié, relations interpersonnelles agréables. Donc, ce que l'employeur a mis en place pour rendre le moment de travail plus agréable pour les employés. Et on revient souvent au terme d'expérience employée pour développer ces aspects-là. Alors, à droite, on voit le salaire attire les candidats et les retient, mais les conditions de travail fidélisent les employés. Et c'est une distinction qu'on aime faire chez nous. Oui, on parle de tout ce qui a rapport à la rétention des employés, mais la rétention, ben, c'est ce qui attache l'employé de façon plus physique, alors que la fidélisation, c'est ce qui fait que l'employé, lui, a envie de rester. Et donc, c'est pour ça que cette réflexion-là est importante à faire sur la rémunération globale. Ensuite, on peut passer, oui, à la diapositive suivante. C'est le réseau, là. Il y a des gens qui n'ont pas fermé leur micro. Je vous invite à le fermer, à moins que vous souhaitiez qu'on entende vos conversations. Donc, pour en tant qu'employeur, on doit maintenant se poser la question, puis poser un regard lucide sur son attractivité. Est-ce que je suis vraiment attractif? Alors, je regarde ma structure salariale. Est-ce qu'elle est compétitive? Est-ce qu'elle est équitable et basée sur une analyse objective? Est-ce que les augmentations de salaire tiennent compte d'une progression pour les employés? Est-ce que l'employé qui est là depuis 2 ans a le même 3 que l'employé qui est au bout de son échelle salariale, que ça fait 15, 20 ans qu'il travaille en entreprise? Il faut pas oublier, dans les dernières années, surtout, ben, on a vu beaucoup de besoins d'adapter sa rémunération parce qu'on voulait attirer des candidats. On se rendait compte que les gens, dès qu'on parlait de salaire, ça ne suffisait plus. On augmentait le salaire pour ces nouvelles personnes-là sans penser qu'on défaisait la structure par rapport à l'équité interne de nos salaires. Alors, ensuite, les avantages sociaux. Oui, on a une assurance collective, mais on contribue pas ou on contribue peu. De plus en plus, la contribution de l'employeur aux assurances collectives se situe souvent dans les 50 et plus sur l'ensemble des coûts de l'assurance collective. Donc, ben, c'est un élément à considérer. Les autres avantages, est-ce qu'on offre la 4e semaine de vacances? C'est offert de plus en plus tôt dans la vie des employés dans l'entreprise. Les congés fériés, est-ce qu'on offre plus que les normes? Est-ce qu'on offre uniquement le congé à Noël et un congé au jour de l'an? Ou est-ce qu'on élargit un petit peu pour offrir un peu plus de confort pour la période des fêtes? Même chose pour les congés de maladie, tout ce qui a rapport au support familial. Ensuite, on va dans les éléments là, où on étire l'élastique de la rémunération globale. Le style de gestion, est-ce qu'il est paternaliste? Est-ce qu'il est rigide? Ou à l'inverse, est-ce qu'on est dans une certaine souplesse dans notre gestion? Est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce qu'on implique nos employés? Ensuite, tout ce qui a rapport à la qualité de vie au travail.
Donc, la souplesse d'horaire, l'ouverture au travail, au télétravail quand c'est possible, ce sont des éléments aussi qui font partie de ce qu'on doit analyser en tant qu'employeur sur ce qu'on est. À la diapositive suivante, on va voir justement sur le fait que quand on s'analyse, il faut voir qu'est-ce qui va fidéliser nos employés. Est-ce que je suis capable d'offrir des facteurs de sens qui sont intéressants pour nos employés? Une charge de travail qui est stimulante, qui est correcte, stimulante, mais qui ne déborde pas. Est-ce qu'on offre de la reconnaissance à nos employés? Est-ce qu'on donne de l'autonomie dans leurs fonctions? Est-ce que l'entreprise a une vision et l'exprime bien à ses employés? La notoriété organisationnelle, c'est des éléments qui parfois, il y a des éléments dans tout ça. Quand on fait notre analyse lucide, il y a des éléments sur lesquels on dirait, ouais, notre entreprise, nous autres, ce sera pas notre force, ces éléments-là. Notre notoriété organisationnelle, est moins intéressante pour les employés. Ou encore, nous autres, c'est une force, il faut le mettre de l'avant. Donc, ce regard lucide-là, il faut se le poser sur les différents éléments. Les attributs organisationnels, le climat de travail, et ensuite, on peut voir aussi sur les attributs du poste comme tel, la relation avec le supérieur. Qu'est-ce que l'entreprise fait en sorte pour rendre cette relation de travail, cette relation avec la direction qui soit la plus favorable possible. Maintenant, pourquoi implanter, en diapositive suivante, pourquoi implanter un programme de rémunération globale? Ben, dans le fond, faut bien comprendre, la rémunération globale est là. Donc, implanter, il faut plutôt réfléchir à implanter une analyse et une réflexion pour modifier ce qui devrait être amélioré. Donc, notre rémunération globale, nous autres, elle est à un certain niveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit la modifier? Est-ce qu'on doit l'améliorer? C'est beaucoup plus dans ce sens-là qu'il faut le réfléchir. Donc, on a avantage à le faire. Pourquoi? Ben parce qu'on veut s'assurer dans ce monde où il est de plus en plus difficile d'attirer des employés, de les recruter, de les fidéliser ensuite. Ben, il faut s'assurer de se rendre le plus attractif possible. Comportement et attitude des employés, des gestionnaires. Donc, s'assurer qu'on donne à notre, dans notre structure de gestion cette possibilité-là, ce monde-là dans lequel on pourra les employés pourront être bien. Donc, vous voyez tous des éléments qui visent à s'assurer que ben, nos employés auront une expérience qui soit favorable et qui leur donnera envie de rester. À la page suivante, on les redivise de façon euh, un peu plus, en fait, relié à l'organisation et relié aux employés. Donc, pour l'organisation, c'est quoi les avantages de s'être assuré d'avoir une rémunération globale qui soit favorable? Ben, favoriser l'attraction, l'assiduité, la fidélisation, mobilisation des employés, obtenir un meilleur rendement des investissements ou un meilleur rapport coût-bénéfice, améliorer la performance, la productivité, la compétitivité, parce que plus l'entreprise se montre attractive, se donne une nuage favorable, ben plus on va favoriser ces éléments-là pour l'organisation. Donc, souvent, il y a des coûts, oui, reliés à ça, mais il y a un retour sur investissement qui peut être très intéressant aussi. Bon, faciliter le changement et le développement des organisationnels, éviter ou limiter la syndicalisation ou à tout le moins le besoin d'employés d'être en mode confrontation. Respecter les lois et promouvoir un climat favorable. Maintenant, pour les employés, quels sont les éléments qui vont les toucher? Améliorer les attitudes au travail, une mobilisation, satisfaction au travail, se sentir part d'une organisation qui apporte quelque chose, autant pour les employés que pour la société. Améliorer les perceptions d'équité et de justice. Donc, favoriser leur attraction et leur fidélité, favoriser l'adoption de comportements de bons citoyens organisationnels, donc la civilité au travail, avoir des relations plus plaisantes dans le cadre du travail. Alors, on va maintenant passer aux aspects plus techniques de la rémunération, juste pour se comprendre sur les éléments sur lesquels l'employeur peut avoir une emprise et sur lesquels il doit s'assurer d'être à un niveau qui soit acceptable. Donc, on voit les défis à relever en matière de rémunération. Alors, est-ce qu'on a une politique de rémunération? Est-ce que notre politique permet de maintenir une équité à l'interne?
Donc, respect des lois. Est-ce que notre principe nos principes de rémunération respectent toutes les lois reliées à l'équité salariale, entre autres, et tout ce qui a rapport à la gestion de la rémunération? Est-ce qu'on s'assure d'un bon contrôle des coûts en même temps? Parce que oui, il faut être compétitif, mais on doit aussi s'assurer que cette compétitivité-là, ben, maintienne notre capacité de payer nos gens et respecte notre capacité de payer, maintienne notre compétitivité dans le marché. Bon, est-ce que c'est aligné sur la stratégie d'affaires et les valeurs de l'organisation? Puis, est-ce que ça fait en sorte que la gestion de la rémunération motive les employés à atteindre des objectifs en adoptant des comportements productifs? Je peux vous donner, par exemple, euh, malheureusement quelque chose qui survient dans beaucoup d'organisations. On décide d'ajouter une bonification annuelle à nos employés, mais la bonification n'a pas été peut-être réfléchie de façon assez complète et fait en sorte souvent qu'on aura généré plus souvent de l'insatisfaction auprès des employés que l'effet levier qu'on souhaitait obtenir d'avoir des employés plus motivés par notre programme de rémunération par bonus qu'on a ajouté. Donc, c'est des éléments qui doivent être bien réfléchis. Puis, une fois qu'on l'a mis en place, il faut continuer à l'évaluer, voir si ça continue d'être favorable à la satisfaction des employés. Euh, Ici, vous avez une étude qui date déjà de 2017. Bon, alors les montants en place ont varié, mais les principes restent les mêmes. On dit que passer un certain seuil qui oscille aux alentours en 2017 de 75 000 euh, l'argent n'a strictement aucun impact sur le bien-être. Bref, oui, il faut être compétitif. Si on n'est pas compétitif, on ne réussira pas à atteindre ce minimum-là qui nous permet d'aller chercher les bonnes ressources. Mais une fois qu'on est compétitif, ben, c'est plus l'argent qui compte. C'est tout ce qui a rapport à l'expérience employée dans l'organisation. Donc, il faut s'assurer que on peut rester quelques secondes de plus là. Donc, on a avantage à s'assurer comme employeur, ben, de faire une réflexion qui va ensuite plus loin que la rémunération et voir est-ce ce qu'on offre à nos employés leur permet de se sentir vraiment bien chez nous. On peut passer à la suivante. Donc, dans la détermination des salaires, alors, ben, on voit ici toute une gradation d'éléments à traiter, l'analyse des emplois. Est-ce qu'on fait une analyse des emplois pour assurer une équité interne? Bon, on connaît maintenant, entre autres avec l'équité salariale, tout ce qui a rapport à l'évaluation des emplois, tout ce qui a rapport au pointage des emplois. Ben, c'est une façon, évidemment, qui est peut-être la plus favorable, mais il y a d'autres façons d'analyser aussi pour au moins se donner une certaine catégorisation et s'assurer que nos employés dans certaines catégories, ben, le niveau de salaire qu'on offre corresponde à leur catégorie d'emploi dans notre organisation. Alors, toutes les réflexions qu'on voit ici par rapport aux éléments de rémunération, faire une enquête de rémunération à l'externe, parfois pour se tenir non seulement au courant, mais en lien avec la compétition externe pour le type de main-d'œuvre qu'on embauche. Réévaluer notre structure salariale de temps en temps. Beaucoup d'entreprises depuis 2021-2022 nous ont appelés en disant je dois réévaluer ma structure salariale. Je ne réussis plus à garder mon monde. Je ne réussis plus à aller chercher de la main-d'œuvre aussi facilement. Donc, on doit s'assurer de bien comprendre là où on se situe par rapport au marché pour pouvoir ensuite réévaluer et ajuster en fonction pour s'assurer de maintenir notre compétitivité de main-d'œuvre. Ensuite, si on passe à la rémunération variable, ben, mes collègues de la Sun Life vont vous faire une belle démonstration de tout ce qui a rapport à la rémunération variable. Je m'y attarderai pas trop, mais je vais au moins, on voit la petite image à droite que j'ai décidé de garder, je l'ai trouvé le fun, là. Tiens, il vient de partir qui, votre bonus de fin d'année avec des résultats qui sont mauvais? Ben, quand on offre de la rémunération variable, il faut voir que pour nos employés, ah ben là, la page n'était pas affichée encore. Donc, on peut voir que ces éléments-là ont un impact sur nos gens et peuvent avoir un impact sur leur satisfaction au travail.
Bon, évidemment, les bénéfices qu'on peut offrir sont divers. Les régimes collectifs, on parle il y a différentes façons là, d'apporter une rémunération variable. Donc, il y a la participation aux bénéfices, il y a le partage des gains, partage de l'atteinte des objectifs. Donc, là, on est dans la rémunération variable et on n'est pas encore dans les avantages sociaux comme tels. Mais ces éléments-là, ben, peuvent faire partie de ce qui ajoute un intérêt, un intérêt mobilisant pour les employés pour donner un peu plus pour l'atteinte des résultats. Ensuite, ça nous mène aux avantages sociaux, tout ce qui a rapport au programme collectif et avantages sociaux. Alors, ces éléments-là, vous allez les voir de façon beaucoup plus précise par mes collègues de la Sun Life dans leur présentation qui suit la mienne. Tout ce qui a rapport aux assurances faits médicaux, l'assurance vie, assurance salaire de courte et longue durée. Est-ce qu'on offre juste la courte durée? Est-ce qu'on offre juste la longue durée? La courte durée, c'est de l'assurance chômage. C'est des réflexions qui sont à faire. Puis, un et l'autre peuvent être corrects, dépendamment de comment on veut offrir, de ce qu'on veut offrir réellement à nos employés et comment on veut mieux rétribuer ce qui est important pour eux. Les assurances, bon, mort accidentelle, mutilation, politique de vacances et de congés qui doivent être encore réfléchies. On voit encore beaucoup d'organisations qui n'ont pas ajusté leur offre sur le plan des vacances et des congés. Oui, la loi des normes a rapproché la troisième semaine de vacances, mais les gens sont de plus en plus en demande pour avoir des vacances. Ils ne souhaitent pas attendre 15 ans avant d'avoir leur quatrième semaine. Donc, comment comme employeur, on doit s'ajuster pour rester compétitif dans un marché où beaucoup se sont ajustés. Et évidemment, il y a tout ce qui a rapport au régime de retraite qui seront aussi très bien présentés par mes collègues. Le RVER est venu un petit peu, il y a quelques années, ajouter à cet intérêt-là que les employeurs doivent donner à une offre de régime de retraite. Donc, est-ce qu'on offre un régime de retraite, premièrement, à prestation ou cotisation déterminée? Maintenant, on le voit, c'est beaucoup plus à cotisation déterminée. Maintenant, une fois que c'est à cotisation déterminée, est-ce qu'on a vraiment, est-ce que la possibilité pour les employés d'aller placer l'argent est facile à faire et ils ont accès à des bons plans financiers avec des bons rendements? Est-ce que l'employeur contribue? Beaucoup d'employeurs contribuent maintenant jusqu'à 4-5 et parfois plus même. Donc, si on ne le fait pas, ben, il faut savoir que là-dessus, on n'est peut-être pas autant favorable que le marché peut l'être de façon générale. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre qui compense ces éléments-là? Alors, dans la section suivante, on va faire maintenant le lien entre la rémunération globale puis tout ce qui a rapport à la marque employeur et l'expérience employée. Alors, dans la suivante, on voit ici, bon, la marque employeur, c'est quoi la marque employeur? Ben, c'est la capacité de l'organisation à se vendre, hein, dans le fond. C'est du marketing d'employeur. Alors, c'est la visibilité de l'organisation, ben, qui met au devant ses méthodes de gestion, l'expérience employée qu'il est capable d'offrir. Est-ce qu'il est capable d'offrir un travail qui soit intéressant, motivant, permettant le développement professionnel des employés? Nos conditions de travail, qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant comme employeur comme étant des conditions de travail qui dépassent ce que le marché a à offrir? C'est pas nécessairement d'offrir la table de billard puis la table de baby-foot, mais c'est aussi de s'assurer que pour l'employé, quand il est dans son milieu de travail, il a envie d'être là. Et la question se pose maintenant encore plus quand on voit le développement du télétravail. Le télétravail fait partie de l'offre de l'offre de l'employeur pour rendre ses emplois intéressants. Mais une fois qu'on a dit ça, ben, l'employeur souhaite beaucoup souvent que les employés soient au bureau. Puis ils ont raison de le vouloir parce que quand on a les gens chez nous, avec nous, on a beaucoup plus de capacité à créer nos liens, à maintenir nos liens avec eux. C'est plus difficile à faire en télétravail. Ça se fait en télétravail en passant. Mais il doit y avoir une gestion conséquente à ça. Si on a beaucoup de gens en télétravail et qu'on les gère comme s'ils étaient au bureau, ben on n'offre pas la même possibilité à nos employés de développer ce lien, cet attachement-là avec leurs collègues, avec l'organisation. Alors, il faut s'assurer d'ajuster sa gestion. Oui, on peut le faire en télétravail, mais oui, il faut ajuster sa gestion.
Et si on veut qu'ils viennent au bureau, ben, il faut rendre le bureau intéressant pour eux autres. Et oui, il faut en faire plus qu'avant maintenant, effectivement. Euh, et évidemment, ben, vous le voyez avec la grosse flèche en rouge, la rémunération globale est un élément important et qui, dans le fond, on pourrait dire qu'il teint à peu près tout le reste du tableau que vous aviez vu en haut à droite. Maintenant, pourquoi investir dans sa marque employeur? Ben, se faire connaître et se différencier des compétiteurs. On doit de plus en plus tenter de se démarquer. Le marché de l'emploi est difficile. On parle de rareté de main-d'œuvre. Ben, quand une main-d'œuvre est rare, il faut essayer de se démarquer pour aller la chercher. Donc, il faut avoir quelque chose à vendre. Il faut réfléchir à c'est quoi qui nous démarque. Mais tantôt, je parlais d'une réflexion qui soit honnête, une réflexion lucide sur ce qu'on offre. On peut bien dire qu'on offre du travail d'équipe, on offre beaucoup de plaisir, du fun, mais est-ce que c'est vrai? Puis c'est quoi concrètement qu'on fait pour créer ce qu'on prétend offrir de même? Bien, cette réflexion-là doit être faite avant de le vendre sur le marché, parce qu'éventuellement, ça marchera pas longtemps, de la vente qu'on a remis de l'avant, si elle n'est pas réelle, si rendue au travail, ça ne se réalise pas tel qu'on l'a vendu. Donc, pour attirer les meilleurs candidats, oui, mais aussi ceux dont la valeur et les attributs correspondent à l'expérience proposée par l'entreprise. Ben, donc, il faut l'avoir réfléchi comme il faut à ce qu'on offre effectivement. En bas, on voit qu'on comptait 6,8 chômeurs par poste vacant au Québec en 2016. Cette proportion a diminué à 2,3 chômeurs par poste vacant. Donc, on a de beaucoup diminué l'offre de main-d'œuvre et il faut se démarquer. C'était en 2021 et c'est au moins aussi vrai encore maintenant actuellement. Alors, écoutez, ça nous met, ça met un terme à la présentation qu'on avait aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels, Raymond Chabot, on est en mesure de venir vous supporter et vous pourrez voir sur cette page-là les éléments sur lesquels on aide constamment nos clients dans le développement de leur main-d'œuvre. Merci beaucoup, Martin. On passe maintenant à Madame Pascal pour la suite de la présentation. Oui, alors bonjour à tous. Pascal, je dois vous dire avant de commencer là, que je suis vraiment contente de m'adresser à vous, Jean du Saguenay. Mon conjoint est un Saguenayen, donc plusieurs visites de ma part dans vos beaux coins de pays. Donc, j'ai 3 petits Tremblay aussi à la maison. Fait que tout le monde était bien fier là, que je puisse m'adresser à vous ce matin. Je voudrais quand même vous parler de la Sun Life au Québec. Donc, vous savez certainement que la Sun Life a son siège social à Toronto. Cependant, on a une forte présence au Québec et c'est surtout une entreprise là, qui, si on veut passer à la prochaine diapositive, c'est une entreprise qui existe là, depuis plus de 150 ans. Donc, on peut voir à l'écran là, le magnifique building à Montréal. Je vous invite, si vous avez une visite prochainement à Montréal, là, à venir visiter l'intérieur du building. C'est possible pour les gens de l'externe. Donc, on compte quand même plus de 3000 employés et conseillers là, au Québec et 1 million de clients. Donc, c'est simplement pour vous dresser un petit portrait de notre belle entreprise. Aujourd'hui, on vous l'a mentionné, on va vous parler de tendances et les tendances découlent de préoccupations des Québécois. Donc, c'est assez, je vais employer le mot triste parce qu'aujourd'hui, depuis 2011, la préoccupation sur des risques économiques et financiers a surpassé ce qu'on considère être l'élément le plus précieux dans notre vie, soit la santé. Donc, vous pouvez voir qu'à 49 les Québécois sont préoccupés par les finances versus 47 la santé. Et évidemment, on en entend de plus en plus parler, là, les risques environnementaux et énergétiques là, qui commencent à prendre une place très importante là, pour les Québécois. Donc, évidemment, mes tendances vont tourner autour des 2 premiers éléments, soit l'aspect financier et l'aspect santé. Martin l'a mentionné, les régimes de retraite. Donc, l'idée est de pas que vous deveniez des experts, mais au moins que vous soyez à l'affût là, de qu'est-ce qui se passe dans le marché.
Donc, la première, c'est contribuer à la santé et sécurité de sa main-d'œuvre. Tout d'abord, j'aimerais vous parler d'une étude qu'on a à la Sun Life, puis je pense qu'on vous l'a indiqué dans le chat. C'est une étude là, qui vous sera partagée après la formation. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien là, qui est sur la diapositive. C'est une étude, en fait, qui est, je dirais, assez unique au pays. Ça dresse vraiment un portrait global sur ce qu'on observe, en fait, chez nos clients en termes de régime de retraite. Donc, évidemment, ayant un gros bassin de clients, là, on parle de 6 900 promoteurs de régime, 1,4 million de participants. Donc, c'est une étude, pardon, assez robuste. Puis la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que je vais mentionner dans la présentation là, diverses statistiques. Donc, je vous invite à la consulter là, après la présentation. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, donc, si vous avez plus que 10 employés, évidemment, j'imagine que vous êtes au courant que depuis 2017, il y a une obligation pour les employeurs d'avoir en place du moins là, un RVER, donc un régime volontaire d'épargne retraite ou un produit équivalent là, pour permettre à vos employés là, d'économiser en vue de la retraite. Donc, évidemment, quand on regarde les chiffres à votre droite, on remarque que, bon, quand on est une plus petite entreprise, et avec raison, on est dans la simplicité. Donc, la majorité des employeurs vont offrir un REER. Et évidemment, plus la taille de l'entreprise est grande, on se tourne vers des régimes à cotisation déterminée, qui, je dois dire, requièrent beaucoup plus de travail de la part d'un employeur. Donc, il y a une obligation d'avoir des comités de retraite, de faire des assemblées. Il y a une réglementation qui est beaucoup plus sévère. Ceci dit, tous les produits que vous voyez à l'écran peuvent, dans une mesure similaire, procurer là, un revenu de retraite. Évidemment, l'ensemble des produits qu'il y a sur le marché vous permet là, de vous ajuster en fonction de votre population. Si je prends des jeunes, donc début vingtaine, trentaine, qui se joignent à votre entreprise, évidemment, souvent le CD, je vais l'appeler comme ça pour simplifier les choses, est peut-être moins attrayant qu'un CELI, où est-ce que le CELI a beaucoup plus une optique de moyen terme ou de court terme. Donc, quand les gens sont en phase de vouloir s'acheter une maison, c'est un produit qui leur convient mieux. Donc, évidemment, il y a tellement de produits sur le marché, il n'y a rien qui vous empêche d'être soit très simple, REER, ou au contraire, de combiner plusieurs produits, puis ainsi couvrir peut-être des générations qui sont différentes là, au sein de votre entreprise. Si on passe à la prochaine diapo, donc, évidemment, ce n'est pas tous les employeurs qui vont forcer leurs employés à contribuer à un régime de retraite. Là, on peut voir que c'est plus ou moins là, un employeur sur deux qui vont forcer la participation. Et c'est sûrement pas une surprise pour vous de savoir que si l'employeur cotise, évidemment, ça l'amène des comportements favorables, disons, envers les régimes là, que vous avez en place. On peut voir qu'il y a quand même 7 régimes sur 10, si on se base sur notre étude, qui offrent en fait une cotisation complémentaire, soit égale ou supérieure à celle de l'employé. Et on remarque qu'en moyenne, pas en moyenne, pardon, mais que 50% des entreprises demandent une cotisation de 5% là, à leurs employés. Donc, si on additionne 5 à 5, on est quand même à 10% de cotisation en vue de la retraite. C'est déjà un pas énorme, mais si on se fie à la limite de 18% là, qui est demandée dans un REER, on est encore loin là, de l'objectif de 18%. Si on passe à la prochaine diapositive. Je vais boucler la tendance numéro 1 avec, en fait, on parle de tendance, mais je dirais plutôt qu'on s'entend que c'est rendu une nécessité là, pour les employeurs d'avoir un régime de retraite. Et on remarque qu'un Canadien sur 3 sont dans l'incapacité, en fait, de payer pour accéder à des soins de santé. Donc, je vais en parler un peu plus tard, mais il y a un lien très étroit avec le stress financier et évidemment la santé mentale des travailleurs. L'autre statistique qui est assez impressionnante,
c'est que 4 personnes sur 10 consacrent 33 minutes par jour à leurs finances. Donc, ça représente quand même un coût impressionnant globalement pour les employeurs, soit 45 milliards de dollars. En ce qui concerne la tendance numéro 2, on parle de bien outiller ses employés à faire face à leur retraite. Martin a effleuré le sujet en parlant des régimes à cotisation déterminée et des régimes à prestation déterminée. Donc, je vais prendre quand même 30 secondes pour vous dresser un portrait là, de en quoi consiste chacun des régimes. Donc, dans le passé, la majorité des employeurs offraient un régime à prestations déterminées. Un régime à prestations déterminées, c'est qu'on vous promet de vous payer un montant une fois que vous serez retraité. Tandis qu'un régime à cotisation déterminée, les régimes qu'on observe en grande majorité aujourd'hui, on vous donne un montant d'argent et comme un compte de banque, le montant s'accumule, puis advienne que pourra votre retraite, bien, vous aurez les moyens selon l'argent que vous allez avoir accumulé à ce moment-là. Donc, évidemment, les risques auxquels fait face un retraité quand on est dans un mode à cotisation déterminée sont très différents, puis je pense que ça vaut la peine d'en mentionner quelques-uns. Le premier, la longévité. Vous le savez tous, avec l'amélioration des soins de santé, les gens vivent de beaucoup, beaucoup plus longtemps. Si je ne me trompe pas, là, on parle de 86 ans pour un homme, 88 pour une femme, puis je dirais même que 25 des gens de 65 ans aujourd'hui vont atteindre l'âge de 92 ans. Donc, c'est quand même impressionnant. Il y a aussi, évidemment, l'augmentation des dépenses en soins de santé. On ne sait jamais si on va être malade un jour. Les coûts sont de plus en plus élevés. On doit se tourner vers le privé. Donc, c'est un risque qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait peut-être pas auparavant. Et évidemment, l'inflation, on en parle beaucoup ces temps-ci. 100 $ aujourd'hui en termes de revenus de retraite. Est-ce que ça sera suffisant dans 20 ans? Le même 100 $, j'en doute. Et évidemment, les frais élevés, hein, souvent les gens pensent que c'est gratuit, les investissements à leur institution financière, mais malheureusement, non. Hein, il y a un pourcentage qui est prélevé de vos avoirs de retraite qui vient se déduire. Donc, les frais sont extrêmement importants et c'est un élément important à considérer quand on magasine une hypothèque. Hein, on veut absolument essayer d'économiser là, quelques points de base. Je vous dirais que c'est exactement la même chose quand on parle de régime de retraite. Il faut faire attention aux frais parce que l'impact est assez impressionnant quand on compare différents frais. Si on passe à la prochaine diapositive, je vous dirais que le décaissement, c'est vraiment, je dirais, une nouvelle mode, mais c'est quelque chose qui va durer de par la nature des régimes à cotisation déterminée. Donc, je voulais mentionner une cotisation déterminée ou les régimes équivalents, là, je tiens à le clarifier. Donc, un REER, par exemple, c'est exactement le même principe. Quand on se retrouve, par exemple, avec 300 000 $ à la retraite, 300 000, ça peut être beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est assez d'argent quand c'est le temps de prendre la retraite? Donc, évidemment, il faut se poser la question en tant qu'employeur, l'implication qu'on doit avoir. J'aimerais aussi illustrer, par exemple, deux profils complètement différents. Hein. Donc, le premier, bon, c'est deux personnes, même âge, on contribue les mêmes dollars à chaque année. Cependant, il y en a un qui est malade, une santé plutôt fragile, tandis que l'autre très en santé. Dans la phase d'accumulation, je vous dirais, ça ne fait pas tant de différence. Hein. Les deux vont contribuer 5 000 $ par année à un investissement qui va être similaire, etc. Donc, on va se retrouver à la retraite avec le même montant. Mais quand c'est le temps de décaisser, ces deux personnes-là, celui qui est malade versus non malade, celui qui a des enfants à la maison, plus d'enfants à la maison payée, toi la maison payée. Donc, vous voyez, tous les scénarios s'accumulent et le décaissement peut devenir assez complexe pour une personne à gérer. Donc, évidemment, l'employeur doit se poser la question, est-ce que je dois m'impliquer? Donc, c'est important en fonction de votre culture de vous demander si effectivement c'est quelque chose à laquelle que vous souhaitez vous impliquer. Si je regarde dans le bassin de clients qu'on a,
Évidemment, on a des employeurs qui disent, savez-vous quoi, moi, je pense que les institutions financières, les assureurs en font assez, puis c'est leur rôle de s'occuper de cette partie-là. Il y en a d'autres qui vont dire non, moi, je suis prêt à supporter l'assureur. Donc, je vais participer à la promotion, à la définition de séances d'éducation, de communication. Mais en termes de produits, je vais me référer à l'assureur, puis je vais utiliser les produits de l'assureur en place. Et il y a une troisième catégorie d'employeurs qui, eux, vont dire non, 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 moi, je veux mes propres produits. Je veux vraiment que ça s'inscrive dans ma stratégie, en fait, de retraite. Et évidemment, je vais activement participer à la promotion. Donc, vous voyez, il y a plusieurs options. Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre? Évidemment que non. C'est vraiment important de le faire en lien avec votre culture. Donc, évidemment, si vous décidez de vous impliquer, c'est important d'outiller vos employés, hein. Donc, référez-vous à votre fournisseur de services. C'est sûr qu'ils ont une panoplie d'outils de communication pour vous aider. Également, des experts peuvent aller sur place, hein, pour rencontrer vos employés. Donc, c'est des choses à ne pas oublier. C'est évidemment important d'engager tous vos employés, hein. Donc, évidemment, plus on se rapproche de la retraite, plus on est dans le stress là, de devoir se préparer. Mais j'ai une collègue qui me disait, tu sais, dans le fond, des vacances, on planifie ça des mois d'avance. Mais quand on parle de retraite, tu sais, quand c'est des vacances, si on veut, de 20, 25, 30 ans, c'est dur d'arriver à la dernière minute là, puis de planifier le tout. Donc, c'est important d'impliquer l'ensemble de vos employés. Évidemment, il y a un aspect très financier à tout ça, mais il y a également un aspect humain. Là, je dirais que pour des retraités, c'est hyper excitant de partir à la retraite, mais pour d'autres, c'est hyper stressant et ça cause beaucoup d'anxiété. Si on passe à la troisième tendance, donc là, on a couvert les aspects financiers, donc les régimes de retraite. Je vais me tourner un peu vers la santé. Et une des tendances à la mode depuis le COVID, c'est évidemment d'offrir des soins virtuels. Je dis à la mode, mais je vous dirais que c'est vraiment une tendance qui va rester pour très longtemps. Une fois qu'on y a goûté, sincèrement, je vais prendre 30 secondes pour vous parler d'un cas personnel parce que souvent, c'est souvent ça qui résonne. Donc, ma fille Romane a un rash là, durant un week-end dans un chalet. Donc, bon, on laisse passer une journée, une deuxième journée. À un moment donné, on commence à s'inquiéter un peu plus. Donc, je fais appel aux soins virtuels. Tellement facile, on remplit avec une application, là, on complète 3-4 questions. On est en contact avec une infirmière qui ensuite nous fait pivoter vers un médecin. Donc, je vous dirais qu'à l'intérieur de 15-20 minutes, on a un diagnostic. Donc, c'est assez impressionnant de voir là, la puissance, si on veut, là, de cette offre-là. C'est quand même 70 hein, des consultations qui peuvent être traitées virtuellement. Donc, évidemment, une jambe cassée, c'est un peu plus difficile, là, mais quand on regarde là, tous les bobos quotidiens qu'on peut avoir et que finalement, on met de côté, qui nous reste dans la tête parce qu'on se dit, ah, est-ce que je devrais consulter? Donc, quand on met tout ça ensemble, encore une fois, là, il y a un stress là, qui est relié à tout ça. C'est quand même impressionnant là, de voir là, qu'en termes d'économie de temps, on parle quand même là, de 4 heures en moyenne qui est économisée. Donc, je ne sais pas dans votre coin, j'imagine que c'est la même chose que nous, mais l'attente dans les hôpitaux est assez longue. Donc, évidemment, il y a des économies importantes qui se rattachent à tout ça. Donc, en termes d'absentéisme, là, on parle de 200 000 de coûts, là, si on veut, qui est relié à tout ça. Et également de présentéisme, hein, d'avoir des gens au travail qui ne sont pas complètement là, qui font leur tâche à moitié. Évidemment, ça a un coût. Donc, en résumé, pour l'employeur, des gains énormes, une augmentation de la productivité, une réduction des absences et, comme je l'ai mentionné, une réduction significative de l'invalidité court terme. Je l'ai mentionné, pas avoir en tête 2-3 petits bobos qu'on a, qu'on on n'a pas le courage, si on veut, d'aller voir un docteur. C'est une belle solution qui existe dans le marché pour régler un peu ces aspects-là.
quatrième tendance, évidemment, on peut aller directement à la prochaine diapositive. C'est un sujet de l'heure. Je vous dirais qu'à la Sun Life, évidemment, bon, on est dans l'industrie, c'est un sujet qui nous interpelle, qui nous intéresse, mais en tant qu'employé, c'est quelque chose qu'on entend énormément parler. Notre président met énormément d'emphase là-dessus. Et ça vaut la peine là, que je vous présente les trois statistiques. Donc, on parle quand même d'une personne sur 5 là, qui souffre d'un problème de santé mentale au cours d'une année donnée. Donc, 1 sur 5, c'est 20%. On a 2 sur 9. Donc, j'ai fait la mathématique, là, malgré mon background, j'ai pris ma calculatrice, mais c'est un peu plus de 20%, donc 22% des travailleurs qui souffriraient d'une maladie mentale au cours de leur vie et 43% vivront un problème de santé mentale. Donc, je pense qu'il n'y a pas de meilleurs éléments là, pour vous convaincre qu'il y a vraiment une urgence là, dans la situation. La Sun Life a développé, en fait, et également, vous pouvez le consulter, là, il y a beaucoup plus d'informations là, sur le programme que la Sun Life a développé, là, qui a mis à votre disposition sur le site Internet. Donc, on parle de 5 phases là, pour créer une stratégie mentale au travail. Je pense que de toute façon, j'imagine que vous avez compris là, que vous êtes des contributeurs importants à la recherche de solutions. Donc, évidemment, la première phase, c'est vraiment de regarder votre culture. Pas plus compliqué que ça. Moi, je dis souvent, quand j'étais dans des postes de rémunération globale, c'est super de regarder les benchmarks, les données, de se comparer avec le voisin. Mais si ce n'est pas en lien avec votre culture d'entreprise, sincèrement, l'impact que vous aurez à l'interne sera quasi nul, malheureusement. Donc, c'est vraiment important là, de mettre de l'emphase sur cette première phase-là. Ensuite, on parle de repérage des occasions. Je dirais plutôt identifier des opportunités. Et je vais vous lire quelques questions parce que je pense que c'est important là, de se mettre en tête aussi que cette étape-là est importante. Donc, de regarder déjà ce que vous faites de bien. Donc, c'est sûr que déjà, il y a certaines initiatives qui sont peut-être pas packagés ensemble pour représenter une stratégie de santé mentale, mais je suis convaincue que vous avez des choses qui travaillent dans le bon sens. Donc, évidemment, récolter les commentaires de vos employés. Là, je vous dirais un petit bémol. Quand on fait un sondage, je dis souvent à mes clients, attention, un sondage égale attente. Donc, si vous sondez vos employés, évidemment, ils auront des attentes là, que des changements ou des nouveaux programmes seront apportés. Donc, il faut être clair là-dessus lorsqu'on effectue là, ce type d'initiative. Évidemment, on établit des priorités. Hein. On suggère entre 3 à 5 priorités. Donc, évidemment, on ne se lance pas dans tous les raccoins de la santé mentale, mais on essaie de focusser en fonction de notre culture sur maximum 5 priorités, qu'évidemment, on décline là, dans des objectifs qui sont plus modestes et atteignables. Évidemment, on passe à l'action. Un élément important à ne pas oublier, c'est la formation. Donc, il faut former vos gens. Si je reprends l'exemple de la Sun Life, à chaque année, on a des modules de santé mentale qui sont faits. Donc, on doit absolument compléter. Donc, c'est un élément extrêmement important là, lorsqu'on établit une stratégie de santé mentale. Et évidemment, on réévalue. Hein. La santé mentale, les besoins changent. C'est pas quelque chose qu'on planifie là, sur du très long terme. Il faut vraiment se repositionner année après année avec l'évolution aussi hein, de vos employés, puis de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, évidemment. Si on passe à la prochaine diapositive, donc, souvent, là, on a l'impression, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « Ah, mais qu'est-ce que je peux faire? » On cherche l'idée de génie, l'étincelle de génie là, qui va révolutionner la santé mentale. Ça se situe dans des petites choses, puis j'ai vraiment des exemples concrets à vous donner. Le premier exemple, c'est donner à l'employé davantage de contrôle.
Là, je suis sûre que vous allez avoir des gens, des exemples dans votre entreprise, des perfectionnistes qui sont toujours par-dessus l'épaule de l'employé, qui veulent tout faire eux-mêmes. C'est des petits changements comme ça. Quand on donne de l'attitude à un employé, automatiquement, hein, ça donne de l'engagement, ça donne de l'appréciation du travail qu'on fait. Donc, il y a énormément de belles répercussions, pardon, à changer nos comportements là, de perfectionnistes. On parle aussi des marques de reconnaissance. Donc, par exemple, à la Sun Life, on a un système là, qui s'appelle Bravo, qui est visible par tous les employés. Donc, on peut aller écrire des messages destinés à certaines personnes qui sont visibles ou non par le gestionnaire ou par des gestionnaires supérieurs. Donc, le fait que c'est pas dans un courriel que seulement la personne reçoit ou les gens qu'on a copiés, mais que c'est vraiment un système qui est reconnu par les employés de l'ancienne Life. Vous avez aucune idée à quel point les gens adorent recevoir des messages là, via cette application-là. La troisième, donc évidemment, c'est encourager les bonnes relations et les communications ouvertes. À la Sun Life, on a ce qu'on appelle, puis je suis désolée, c'est un terme anglais, je vais l'utiliser parce que c'est vraiment représentatif d'avoir un milieu de travail sain. On appelle ça des huddles. Donc, toutes les équipes à la Sun Life se rencontrent une fois par semaine et on appelle ça des huddles. Si vous allez sur Google et vous trouvez la signification du mot huddle, vous allez voir que c'est le fait là, de se mettre en rond dans une équipe sportive, hein, de s'encourager, de s'entraider. C'est ce qu'on appelle là, le huddle. Donc, juste le terme, en fait, la façon que c'est communiqué à l'interne, que toutes les équipes, donc évidemment, au début, c'était il y a eu un phénomène dont on obligeait. Aujourd'hui, sans ça, je pense que dans un contexte de virtuel, je pense que les équipes là, seraient en très mauvaise position. Une dernière que je voulais vous mentionner, là, les horaires aux journées flexibles, c'est probablement une de celles peut-être les plus les faciles, à moins que vous soyez dans un mode d'opération. Évidemment, c'est plus difficile. Donc, encore une fois, à la Sun Life, interdiction d'avoir des rencontres vendredi après-midi. C'est vraiment le moment pour déstresser, regarder nos courriels. On en reçoit une quantité infinie maintenant. Donc, on prend le temps là, de bien se positionner pour partir le week-end. Puis quand on recommence lundi, là, on n'est pas en mode de stress là, parce qu'on a quitté à 6 heures le soir en mode panique là, parce qu'à un moment donné, il faut décrocher. Donc, vraiment des petits exemples qui vous démontrent qu'au final, il ne faut pas regarder trop loin. Souvent, c'est des petits gestes là, qui vont faire une grande différence. La dernière stratégie qui est peut-être une qui est la plus difficile, je dirais, à atteindre, c'est d'offrir un programme intégré de mieux-être. Donc, si on regarde les 3 éléments, en fait, à la Sun Life, on croit beaucoup entre le mieux-être mental, physique et financier. Si on est capable d'intégrer ces 3 éléments-là, c'est vraiment ça qui va amener votre entreprise à être plus engagée, à avoir, des employés plus engagés et plus productifs, et évidemment d'avoir une meilleure santé globale. On se rappelle les statistiques du début, une préoccupation évidemment de notre santé, mais également du domaine financier. Un exemple à tout ça, si vous avez des avantages sociaux, quand on soumet nos réclamations, qu'on est remboursé à 80 le 20 qui n'est pas remboursé, il peut être transféré dans un REER. Donc là, on vient intégrer, on a déjà sorti de notre poche le montant qui devait être payé, on se fait rembourser. Le petit 20 en fait, j'ai inversé la mathématique, pardon. Le 80 qu'on se fait rembourser, on peut décider de le mettre dans un REER, pardon. Donc, souvent, c'est ces petits montants-là qui font la différence. Quand on rencontre un conseiller financier puis qui nous dit, écoute, si tu as la possibilité de mettre 25 de plus par mois, le 25 sur 30 ans avec l'intérêt, vous pourrez calculer le montant après la présentation, mais ça fait quand même un montant significatif après 20, 25, 30 ans. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on essaie souvent là, d'imbriquer certains morceaux là, qui vont procurer en fait un accomplissement global de mieux-être.
En terminant, je pense que je ne peux pas passer à côté l'importance de la communication. Ça, c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup avec nos clients. On s'implique beaucoup à la Sun Life avec nos clients. Donc, on a des équipes là, qui développent des communications pour s'assurer de viser dans le mille. Hein, parce que, évidemment, si vous mettez en place un paquet de choses, mais que personne ne le sait, malheureusement, on n'atteindra pas les objectifs voulus. Donc, évidemment, je reviens à la culture. Hein, le format est hyper important. Donc, si vos gens, par exemple, n'ont pas nécessairement accès à un email d'entreprise, parce qu'encore une fois, vous êtes plutôt dans le domaine avec des opérations, il faut trouver un autre moyen. Donc, soit mettre des affiches dans des milieux, dans des espaces communs, etc. Donc, essayez de trouver des moyens qui vont capter l'attention de vos employés. Également, la fréquence. Donc, est-ce que souvent les gens font l'erreur? En fait, on a les deux extrêmes. C'est difficile de trouver la fréquence idéale. Hein. Soit qu'on a trop de communication et donc les gens deviennent inondés. Hein. Puis prenez votre exemple personnel. Dès que vous recevez un courriel qui est comme un peu répétitif, on décroche, on le met de côté, on ne le lit pas. Donc, ces gens-là sont perdus. Ou on communique une fois par année. Puis là, à chaque fois, les gens n'ont pas vraiment l'intérêt. Là, ils se disent, ah, OK, c'est pas comme soutenu. Donc, la clé, en fait, en communication, c'est d'avoir une fréquence qui est soutenue, qui n'est pas trop rapprochée, mais qui fait aussi partie d'une stratégie. Hein. Là, c'est le bon temps de l'année, d'essayer de penser à l'année prochaine, de déterminer des moments clés aussi dans votre entreprise. L'été, idéalement, ce n'est pas le bon moment pour communiquer. Donc, voir en fonction là, des cycles de votre entreprise la meilleure façon. Donc, j'ai fait le tour de ma présentation. Je parlais peut-être un peu vite. J'avais tellement d'informations que je voulais vraiment passer au travers, mais je pense qu'on peut aller avec les questions, Marlène. Oui, tout à fait. On s'est rendu à la période de questions. Merci beaucoup, Pascal. Le débit était parfait. Je te rassure. OK, c'est bon. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro et les poser directement, là, soit à Pascal ou à Martin. Si vous êtes plus timide, là, vous pouvez utiliser le chat aussi. Là, on va en faire la lecture. Donc, est-ce qu'on a un courageux qui se lance pour une première question? Encore, moi, j'en aurais une pour vous. Là, le concept est assez élastique, comme on parlait tantôt. Est-ce qu'il y a un avantage qui est dans la rémunération indirecte qu'on devrait prioriser selon vous en tant qu'employeur? Je laisserai Pascal commencer à répondre pour le fun. Écoute, c'est difficile à répondre. Moi, je suis une fille de chiffres, hein? Puis on l'a vu, le financier, là, je disais que le financier avait surpassé la santé mentale, mais c'est presque le même chiffre, là. C'est vraiment deux éléments tellement importants que c'est difficile d'en choisir un plus que l'autre. Mais je vous dirais, les clients sont beaucoup plus avancés, je vous dirais, en termes de régime de retraite. Souvent, les avantages sociaux, il y a des choses, mais sont moins élaborées, je dirais, là, que ce qu'on voit en termes de régime de retraite ou l'attention, en fait. Je pense qu'il y a un focus qui est un peu plus important en régime de retraite, selon mon avis. Ben, j'aime ça. J'ajouterais que l'important, c'est à partir du moment où l'employeur, après avoir fait un regard lucide, se rend compte qu'il est à peu près compétitif sur le marché, autant sur la rémunération directe que sur les avantages sociaux, ben, il faut vraiment voir, c'est quoi maintenant les éléments de ma culture qui me distinguent. Puis, ce sont des éléments qui sont souvent négligés. Oui, c'est important d'être compétitif, puis c'est le fun d'avoir des avantages sociaux qui nous distinguent, mais ce n'est pas tout. Puis il y a des employeurs qui réussissent à se distinguer sans avoir des éléments si compétitifs que ça, parce qu'ils offrent un milieu de travail qui est vraiment différent des autres. Donc, c'est difficile d'avoir une réponse unique à une Unique. question comme ça, mais le regard doit être lucide sur ce qu'on a vraiment comme employeur, comme expérience de vie à nos employés. Merci beaucoup. J'ai une question dans le chat de Laurence. Comment déterminer rémunération globale dans un contexte de travailleur autonome? Donc, lorsqu'on n'est pas employeur. Ben, c'est contexte travailleur autonome, donc on travaille pour soi-même.
Oui. Donc, c'est vraiment, on n'a pas besoin de faire des sondages auprès de nos employés, on se sonde soi-même. J'aurais de la misère à répondre à cette question-là. On doit se donner des conditions à soi-même qui soient le plus favorables possible, à moins que je comprenne mal là, Laurence dit qu'elle engage des gens à contrat. Ah, OK. Dans Ça ce me cas-là, peut. oui. Donc, elle n'a pas d'employés, mais elle a Oui, des donc employés les gens qui travaillent contractuels. pour elle sont des employés autonomes, sont des travailleurs autonomes. OK, là, je comprends mieux la distinction. C'est une bonne question. C'est sûr qu'à ce moment-là, normalement, souvent, le lieu de travail va être diffus et il n'y aura pas un seul lieu de travail si c'est des travailleurs autonomes la plupart du temps. Donc, il faut maintenir, pour moi, l'important, c'est de se donner des bons principes de gestion de travail à distance. Donc, maintenir un lien serré avec ses employés, s'assurer que les objectifs qu'on leur donne soient clairs pour qu'ensuite, parce que leur rémunération est souvent conséquente au rendement qu'ils auront à faire, donc pour qu'ensuite ils se sentent traités de façon euh, euh, équitable par rapport au travail qu'ils ont donné pour l'entreprise. Donc, donner des objectifs très clairs, donner du support à nos gens, être présent auprès d'eux. Euh, de ton côté, Pascal, vois-tu autre chose que tu ajouterais sur le plan plus Ben, en condition? fait, en termes d'avantages sociaux, donc évidemment, pour les avantages sociaux du style protection médicale, etc., c'est souvent plus difficile parce que de par les contrats, là, donc on n'accepte pas souvent justement les gens en contrat. Par contre, d'un point de vue de retraite, d'offrir les produits, de les rendre disponibles pour vos gens, il n'y a rien qui vous empêche. Donc, peut-être que vous ne voulez pas contribuer, donner la contrepartie de l'employeur, mais d'y donner accès, je reviens aux frais. Ça fait une énorme différence. Donc, les gens, s'ils peuvent contribuer, parce qu'il faut savoir que même si les gens quittent votre entreprise, si vous avez des produits là, avec un assureur, une fois que les gens quittent, ils ont accès, si on appelle ça les produits orphelins. Donc, par exemple, à la Sun Life, quand les gens quittent leurs différents programmes d'employeurs qui ne peuvent plus rester dans leur régime, ils se retrouvent dans le produit orphelin avec des prix qui sont toujours compétitifs quand on regarde avec des institutions financières qui ont des modèles différents, mais qui souvent ont des coûts un peu plus élevés. Donc, encore une fois, je pense que c'est de ce côté-là que moi, j'essaierais de me distinguer parce qu'évidemment, il y a toujours aussi l'administration. Les gens en contrat sont là sur une plus petite période. Donc, il y a cet élément-là à tenir en compte, là, de faire toutes les démarches pour 3 mois. Est-ce que ça vaut la peine? Non. Bon, c'est à évaluer, pardon, de votre côté. Merci beaucoup. J'ajouterais peut-être Oui. aussi, tantôt Pascal y référait, puis c'était très pertinent, euh, quand on veut sonder nos employés, là, ben, effectivement, si on est pour sonder les employés, ça veut dire qu'on est prêt à donner quelque chose de plus. Sinon, on ne le fait pas. Si on veut sonder sur leurs attentes par rapport à des aspects de la rémunération, mais ça veut dire qu'on est prêt à modifier des choses. À partir du moment où l'employeur convient, il est prêt à modifier des choses, il faut améliorer son offre sur le plan rémunération directe et indirecte. Ben, à ce moment-là, moi, j'ajouterais que oui, rendu là, c'est non seulement utile, mais je dirais que c'est important de sonder. Et là, je parle aussi des travailleurs autonomes. Vous avez des gens qui travaillent pour vous. Ben, ça vaut la peine de voir est-ce qu'ils ont des attentes qu'on ne rencontre pas actuellement comme employeur? Bref, ne pas les prendre plus pour acquis que des employés qui travaillent chez nous, ne jamais prendre nos gens pour acquis parce qu'éventuellement, s'ils ne sont pas satisfaits des conditions qu'on leur offre, ils vont chercher ailleurs et souvent, ils vont trouver maintenant. J'ai une question de Frédéric qui demande, est-ce que l'on peut donner trop d'avantages, trop gâter nos employés et se mettre en position où nous devrons toujours en donner plus pour les satisfaire dans le futur? Ben, je peux aussi commencer en disant, ben, trop gâté, faut penser normalement en relation avec ses capacités de payer. Donc, tant qu'on est dans un contexte où on est en capacité de payer, euh, nos gens et qu'on ne met pas en risque notre compétitivité, et la capacité de générer des profits, ben, trop gâté, ça devient un terme un petit peu à ce moment-là difficile à bien définir parce que si on traite bien nos gens, ben souvent ça va faire en sorte qu'ils vont avoir envie de rester. Maintenant, oui, c'est vrai, je vais ajouter un aspect, c'est que effectivement, pour réfléchir, la rémunération qu'on donne, comme l'étude que je démontrais tantôt, ben, il y a des limites à la satisfaction que ça amène. Alors, est-ce que j'ai vraiment une valeur ajoutée
pour l'argent de plus que je mets à nos gens, ou je devrais plutôt effectivement travailler plus sur le plan de l'expérience de vie de l'employé et peut-être mettre même de l'argent, déplacer l'argent vers là plutôt que sur une rémunération qui n'offre plus la valeur ajoutée qu'elle aurait pu avoir parce qu'on a atteint certaines limites. Ça doit être rare comme situation, mais la question mérite de se poser effectivement. Pascal, j'imagine que tu aurais aussi un... Oui, ben moi, je dirais que on gâte, je pense pas qu'on va trop gâter nos employés. Je pense que vraiment le défi, c'est que les gens, ils réalisent pas ce qu'ils ont. Et là, je reviens au concept de rémunération globale. J'ai déjà travaillé pour une petite entreprise qui n'avait pas les moyens de faire un relevé de rémunération globale avec un consultant, là, avec plein de couleurs, etc. Je me suis débrouillée avec Excel, puis Word, puis juste de montrer aux gens que les avantages sociaux, là, c'est environ 30 de rémunération, là, donc ce n'est pas à négliger. Donc, souvent, je dirais que le danger, c'est pas que les gens sont trop gâtés, c'est que tous les morceaux sont à différents endroits, puis c'est très difficile pour un employé d'avoir une vision globale parce que tant qu'on n'en a pas besoin du service, on ne sait pas vraiment hein, qu'il existe. Je suis sûre que si je vous dis, êtes-vous remboursé pour, je dis n'importe quoi, là, le Kiro, si vous n'avez jamais utilisé de Kiro, vous allez avoir de la misère à répondre puis à me dire, ah oui, c'est ça ma limite, etc. Donc, tant qu'on n'en a pas besoin, on ne sait pas que ça existe. Mais de le démontrer à l'employé, puis c'est pas compliqué, là, c'est vraiment de mettre en morceaux dans souvent un document pour dire aux gens, tu sais, tu gagnes 50 000, mais quand j'additionne tout, là, c'est 70, 80, tu sais, c'est beaucoup plus que ça, ta rémunération globale. Donc, moi, je pense c'est ça le danger, c'est qu'on n'est pas en mesure de bien démontrer que effectivement l'employé est gâté. Ça, les employeurs peuvent faire cet exercice-là de, de, de calculer monétairement parlant tous les avantages indirects. Donc, ça, il y a une Ben façon oui, de le faire pour les employeurs pour être capable de le rapidement, démontrer. exactement, rapidement, la retraite, c'est votre cotisation, hein, l'argent, si vous cotisez pour votre employé, ça peut être tout simplement la cotisation que vous donnez. Puis en termes d'avantages sociaux, vous payez des primes. Il y a peut-être un bout qui est payé par l'employé, il y a un bout qui est payé par l'employeur selon votre répartition. Donc, de prendre le montant payé par l'employeur, c'est un calcul, somme toute, assez simple. Donc, si on fait juste le total de ça, c'est déjà, tu sais, montrer 0 versus 5, 7, peu importe c'est quoi le chiffre, ça fait toute une différence là, quand on communique à l'employé. Vraiment, j'ai Amélie qui a une question un peu longue, donc je vous lis. Si la force de l'organisation était le climat de travail, l'esprit d'équipe, etc., avec la pandémie, l'employeur a fait preuve de beaucoup de flexibilité et permet encore aujourd'hui une journée de télétravail par semaine. Aujourd'hui, excusez, je descends. Aujourd'hui, au lieu de se sentir motivés et mobilisés, certaines personnes sont plus individualistes, notamment avec le télétravail. Maintenant, certaines personnes tirent l'élastique et souhaitent davantage de télétravail et moins de présence au bureau. Comment offrir de l'ouverture tout en ramenant la collaboration d'avant le télétravail? Euh, le télétravail a vraiment modifié là, les relations dans les milieux de travail. Il y a des employés qui ont besoin de cette présence-là au travail. Et comme ils ont besoin de cette présence-là, eux autres sont là. Mais là, ce qu'ils déplorent, c'est de voir que des collègues ne sont pas là. Alors, parce que pour eux autres, c'est important d'avoir cette présence-là des collègues de travail. Alors, encore une fois, l'employeur doit s'assurer de créer l'équilibre nécessaire pour ces gens, parce qu'il y en a par ailleurs que pour eux autres, c'est devenu un élément important de leur lien d'emploi, de pouvoir avoir cette souplesse de travailler de la maison 1, 2, 3 jours par semaine. Donc, l'employeur va réfléchir à ça. Je dirais que selon les milieux de travail, la réaction ou les besoins des employés vont être différents. Et encore une fois, ben, c'est bien que l'employeur se tienne très à l'écoute des besoins des gens. Et peut-être que dans certains milieux de travail, il pourra se rendre compte qu'il est un peu trop relâché, puis ça fait en sorte que des employés se sentent un peu délaissés ou sentent qu'on ne crée plus ce lien-là d'équipe.
Et encore une fois, je vais ajouter, juste pour terminer là-dessus, que si un employeur a continué à gérer alors qu'il a des gens en télétravail, de la même façon qu'il gérait alors que tout le monde était au travail, c'est sûr qu'il se met à risque de créer un manque. Il faut assurer une gestion adaptée au fait que tu as des gens en télétravail et autant pour les liens interpersonnels que pour assurer ce support-là et même le contrôle du travail des employés pour éviter que les gens qui sont au travail se sentent, eux, traités injustement par le fait qu'ils sont toujours là, ils travaillent et ils sentent que des gens bénéficient d'un certain relâchement. Merci. Moi, je dirais de notre côté, on a essayé de démontrer que les extrêmes, ça n'a jamais été bon, hein. Là, on réalise aujourd'hui que d'avoir été 5 jours au travail, comment qu'on a fait, ça avait juste pas de bon sens. Être 100% de la maison, on tombe dans l'autre extrême. Donc, souvent, d'utiliser le passé pour expliquer qu'aujourd'hui, ça ne fait pas plus de sens non plus en termes de collaboration. C'est là qu'il faut trouver un équilibre. Donc, à la Sun Life, on a beaucoup de journées d'ancrage qui vont varier par équipe pour garder cette flexibilité-là, si on veut, selon la nature des équipes. Ça, c'est une chose. Et pour renforcer la collaboration, je reviens à No Huddle, ce sont des moments établis dans la semaine. Et je vous dirais que de notre côté, bon, nous, on travaille beaucoup avec des clients, mais cette rencontre-là, pour mon équipe, c'est comme une rencontre client. Tu ne peux pas l'annuler. Donc, c'est aussi important de te présenter avec ton équipe que d'aller faire une rencontre avec un client. Donc, juste pour vous dire à quel point que dans notre environnement, c'est très important. Donc, j'ai très peu de gens, pour donner un exemple, dans mon équipe qui s'absentent de ces rencontres-là. Donc, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais de créer cet environnement-là, je dirais, combiné avec le phénomène d'extrême qui n'est jamais bon, il faut revenir à une situation qui est plus équilibrée pour tous, autant pour l'employeur que l'employé, évidemment. Avons-nous d'autres questions? Gênez-vous pas, c'est le moment. Comment on écrit Ah oui. correctement le Oui! thème pour les équipes, Ada? Écoutez, je vais vous l'écrire. Oui, vous regarderez là, sur Google. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? On aurait peut-être une petite dernière. En fait, moi, je me pose la question, est-ce que toutes les solutions qui ont été proposées, ou en tout cas les propositions là, de rémunération globale, sont applicables à toutes les grosseurs d'entreprise? Parce que plus c'est petit, puis plus qu'il y en a qui me semblent compliqués à intégrer ou à mettre en œuvre. Moi, je dirais que oui. Si on regarde du côté retraite, là, donc évidemment, c'est à vous de voir votre capacité de payer en termes de cotisation employeur, mais déjà d'offrir à votre employé, de lui donner accès à des frais compétitifs, déjà ça, c'est un élément distinctif quand on est une plus petite entreprise. Il faut savoir aussi que chez les fournisseurs de services, hein, on a des structures, si on veut, qui vont venir s'adapter à des plus petites entreprises. Donc, c'est des structures qu'on a mis en place qui vont vous faire bénéficier, si on veut, d'un regroupement de plus petites entreprises comme vous, puis qui va vous créer, si on veut, une économie d'échelle. Donc, ça, c'est vraiment du point de vue retraite. Ensuite, du point de vue avantages sociaux, donc évidemment, d'offrir des protections, etc. Il y a un coût, hein, évidemment, qui se rattache à tout ça, mais encore une fois, vous pouvez faire des choses dans l'entreprise qui peuvent faire une grande différence. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai travaillé pour un distributeur alimentaire. On avait accès à de la nourriture en quantité industrielle. À un moment donné, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de panier là, de fruits et légumes dans les cafétérias ou peu importe, là, tu sais, Ben, on a commencé à faire ça. Ça a été fou, l'engouement. C'était dans l'entrepôt derrière. Donc, juste comme pour vous donner un exemple que souvent, tu sais, on essaie de rendre ça compliqué puis d'avoir la Cadillac, mais souvent en commençant par des petits éléments comme ça, à mon avis, c'est comme ça qu'on construit tu sais, un programme d'avantages sociaux, là, si on veut. Ouais, j'aime l'idée, effectivement, que on peut adapter là, l'offre de service en fonction des différents outils. Mais pour moi, une erreur, ce serait de considérer qu'on doit tout offrir comme n'importe quelle autre entreprise. Ce qu'il faut, c'est réfléchir à ce qui nous distingue. Puis il y a des éléments qui sont, pour certaines entreprises, importants pour leur distinction,
qui ne serait pas pour d'autres. Puis, vous êtes dans un marché où il y a des employeurs qui sont très gros, qui ont des moyens d'offrir d'avoir une offre salariale monétaire qui est probablement plus élevée. Donc, il faut s'assurer d'être compétitif, oui, puis il faut tenter de voir les outils qui peuvent s'adapter chez nous qui offrent une portion au moins de ce qui est offert par ces grandes entreprises-là. Mais par ailleurs, il y a d'autres éléments qui nous distinguent. Puis pour moi, c'est ça le plus important à regarder. Qu'est-ce que chez nous, sur quoi on doit mettre l'accent pour se démarquer et non pas tirer partout pour finalement avoir quelque chose qui est dilué sur tous les aspects, là. Parfait, merci. Merci beaucoup. Est-ce que les bonus de Noël sont toujours tendance? Selon ce que je vois dans le marché, oui. Selon ce que. Il y a, bonus, un cadeau de Noël, c'est ça. Si on limite le terme, là, bonus de Noël, je pense que c'est plus large que ça, là. L'employeur a avantage à donner une reconnaissance à Noël. Puis des fois, ça peut être le gros party de Noël pour les employés par lequel ils se distinguent aussi, permettent à leurs gens d'avoir beaucoup de plaisir. Puis ça peut être ça là, qui fait effet de bonus de Noël pour les employés. Donc moi, j'irais dans une vision plus large que le simple bonus de Noël. Mais oui, comme employeur, au fait, c'est bien de pouvoir de faire un effort pour démontrer à nos employés là, notre appréciation du travail qu'ils nous ont donné pendant l'année. Pascal, quelque chose à ajouter? Non, ben en fait, c'est plutôt le champ d'expertise de Martin. Donc, rien à rajouter. Parfait. J'ai une longue question de Léonie aussi, donc je vous lis ça du mieux que je peux. Nous travaillons fort pour donner un contexte de travail favorable à nos employés et certains deviennent trop à l'aise et profitent de ce contexte, ce qui est incohérent avec les valeurs de notre entreprise. Je crois donc également que trop d'avantages égale certains en profitent et donc la clé est dans le recrutement. Selon moi, excusez-moi, je vais juste ça dérouler. La clé est dans le recrutement, selon moi, de s'entourer de bons humains et de bien les conscientiser. Oui, il faut leur donner un bon contexte, mais il faut s'assurer de recruter des candidats qui rejoignent les valeurs de l'entreprise pour s'assurer d'un succès sans abus. Je crois, qu'en dites-vous? On ne peut pas être contre le fait que l'employeur réfléchisse au type de main-d'œuvre dont il a besoin. Puis de plus en plus d'employeurs avec lesquels je parle qui finissent par dire moi, j'ai arrêté de regarder la correspondance exacte du profil avec le besoin de mon poste. Je travaille beaucoup plus à aller chercher l'attitude qui correspond à notre culture d'entreprise. Ben, c'est bien de le faire de même. Il faut juste se rendre compte qu'on se rappelle, là, on va garder en tête que le recrutement, c'est une science inexacte et dans tous les efforts qu'on met pour aller chercher des gens qui correspondent le plus possible au profil sont importants, ces efforts-là, mais on ne va pas nécessairement obtenir exactement ce qu'on cherchait. Une fois qu'on a dit ça, ben, effectivement, cette emphase-là qu'on a mis à aller chercher les personnes qui correspondent à notre culture va aider à ce que on ait une masse critique qui amène les gens à être dans le même moule un petit peu que ce que l'employeur souhaite. Je ne sais pas si ça répond à la question, là. Pascal, aurais-tu quelque chose à ajouter aussi à ça? Ben, en fait, moi, je dévierais un peu, mais ça rejoint le commentaire de Léonie là, vers les avantages sociaux. Tu sais, souvent, en faisant la promotion des avantages sociaux, bon, vous êtes remboursé, si ça, on s'entend qu'en avantages sociaux, il n'y a pas de secret à savoir si vous consommez plus, les primes vont augmenter aussi. Hein? C'est un vase communicant entre les deux aspects. Donc, on veut promouvoir, mais en même temps, on veut contrôler nos coûts. Et à votre point, Léonie, on observe souvent des gens dans les entreprises qui vont vraiment, je vais employer le terme abusé, des avantages sociaux. Ils vont arriver à la fin d'année, ils vont dire hey, moi, là, il me reste 500 en massage. Let's go, faut que je dépense mon 500. Donc, moi, la façon que j'avais trouvé, c'était d'expliquer comment ça fonctionne. La journée que j'expliquais aux gens qu'il y avait une communication entre les deux, que si tu abuses d'un côté, ben, tu vas avoir une répercussion de l'autre. Donc, oui, on en place plein de belles choses, mais c'est sûr qu'une augmentation va toujours créer
indirectement une augmentation de coût. Donc, souvent, moi, j'ai remarqué qu'en expliquant, ça avait été assez incroyable là, de voir l'impact, en fait, sur les comportements des gens une fois que j'avais expliqué à travers tout le Québec, dans les différents sites, comment fonctionnent les avantages sociaux derrière la scène. Donc, sans rentrer dans les détails mathématiques, mais le concept que tout le monde a compris a vraiment ouvert les yeux aux gens puis a changé les comportements. Je pense que ce que tu réponds, Pascal, est un peu en lien avec notre autre question. Est-ce qu'il existe des études qui expliquent la valeur perçue par le salarié pour chaque dollar dépensé en avantages sociaux? Oh, une bonne question, j'aime ça. Mais j'en connais pas, mais c'est sûr qu'il y a une corrélation, hein. Donc, ça sera un peu de savoir pour chaque dollar dépensé, est-ce que ça représente un dollar et demi dans la perception des gens, là, si on veut? Oui, je pense pas avoir vu ça, moi, comme analyse, mais ça serait très intéressant. Je ne sais pas, toi, Martin? J'ai pas vu non plus d'études, d'analyses reliées à une question comme ça que je trouve aussi pertinente et Ouais. intéressante. Parce qu'on parle, encore une fois, on parle de la valeur ajoutée pour chaque dollar qu'on met dans des aspects de rémunération. Puis la question doit se poser, effectivement. À un moment donné, en mettre plus n'ajoute peut-être pas plus de satisfaction pour les employés, plus de bien-être. Donc, ben, mettre cet argent-là ailleurs, possiblement. Alors, la question doit se poser. Maintenant, j'ai pas non plus accès à des études reliées à ça. Et c'est ce qui met fin à notre période de questions. Pascal, Martin, vous tous, merci d'avoir assisté à ce premier rendez-vous formation de la saison. Au cours de l'année, nous en offrirons 3 autres. Nous vous invitons à vous abonner à notre infolette pour ne pas les manquer. En terminant, merci de répondre à notre sondage sur l'événement que vous recevrez cet après-midi. Au nom de toute l'équipe de notre Chambre de commerce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci, puis joyeuse fête. Merci à vous aussi. Oui, on est rendu là. Bye bye. Ouais, c'est ça. Bonne fête à tous. Au revoir. Bye bye.